Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde sur le thème de la compétitivité dans le secteur du transport et de la logistique. Dans cette table ronde, nous aborderons notamment le thème de la planification écologique, de la compétitivité française du secteur et du commerce extérieur. Je me trouve en présence de monsieur le député Charles Rouel. Monsieur le député, bienvenue. Vous êtes député Renaissance de la première circonscription des Yvelines. Depuis 2022, vous êtes très engagé et très actif sur les questions d'export, de transition écologique, transition énergétique et plus généralement sur l'attractivité économique. Je me trouve également en présence de monsieur Joël Gusman, président de l'Union TLF Overseas, bienvenue, et de madame Carole Dubossé, vice-présidente de l'Union TLF. Madame Dubossé, bienvenue à vous. Joël, je vous propose peut-être d'initier cette table ronde et de commencer par nous présenter TLF et TLF Overseas. Bonjour à tous. Un rappel, donc l'Union TLF, c'est la fédération l'organisation professionnelle qui représente l'ensemble des métiers de la chaîne de transport et de la logistique. Donc c'est le transport routier, le transport de marchandises, la messagerie, la logistique contractuelle avec les entrepôts, également la livraison urbaine, les transports légers, et puis ce qu'on appelle le multimodal, donc le ferroviaire, le fluvial, et la location de véhicules industriels. Et une composante importante également de l'Union TLF est la partie overseas, celle que je représente plus particulièrement, qui regroupe l'ensemble des commissionnaires de transport maritime, de transport aérien, et les représentants en douane, enfin les déclarants en douane sont représentés. Donc les adhérents, l'ensemble des entreprises adhérentes à l'Union TLF, c'est à peu près un tiers des salariés de l'ensemble de la branche, et c'est environ 200 000 collaborateurs, 200 000 salariés, donc c'est une branche importante, 200 000 collaborateurs et qui continuent à recruter. Et on évoquera exactement les difficultés que nous avons pour attirer de nouveaux talents dans ces différents métiers. Donc voilà. Nous portons au sein de l'Union TLF différents sujets. L'un des sujets, c'est la transition écologique qui nous tient à cœur et qui est développée avec une aide à nos entreprises depuis de nombreuses années au sein de l'Union TLF. Et cette décarbonation du secteur transport et logistique suppose un verdissement de nos flottes, bien évidemment, mais également des entrepôts producteurs d'énergie. On vient de prendre connaissance d'un appel à projet de l'ADEME qui permettra aux transporteurs d'avoir des aides pour pouvoir acquérir des véhicules électriques. On a déjà eu un appel à projet l'année dernière. Au cours de l'été, un appel à projet pour les plus petites entreprises, et c'est vrai qu'il y a un engouement pour les transporteurs pour obtenir ces aides, alors bien évidemment qui vont être, on va dire, obligatoires pour pouvoir permettre cette transition écologique. Alors, quel regard portez-vous sur les échéances de planification qui sont liées à cette transition énergétique, et quelle est, selon vous, la place des professionnels du transport et de la logistique dans cette planification ? Merci beaucoup, merci déjà pour votre invitation, j'espère que vous m'entendez bien. Super. Merci, en tout cas je suis extrêmement honoré de pouvoir continuer ces échanges avec vous. Déjà je tiens à vous remercier l'ensemble d'entre vous pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir ces derniers mois, ces dernières années ensemble, pour, j'ai envie de dire, faire avancer la cause. J'ai notamment souvenir d'échanges extrêmement nourris lors des différents rapports parlementaires que nous avons pu rendre sur ces sujets, avec la déclinaison à la fois de décrets ministériels et de propositions à l'Assemblée nationale qui pouvaient en découler, notamment sur les sujets d'implantation industrielle, sur le sujet de l'intermodalité et sur d'autres sujets, bien sûr. La question de la planification écologique et la transition écologique, vous avez un rôle clé à jouer, et je ne dis pas ça par flagornerie, je dis ça parce que c'est tout simplement la réalité. Nous, on pense qu'on arrivera à atteindre nos objectifs en termes de transition écologique sur trois piliers. D'abord, vous l'avez dit, la décarbonation de mobilité, décarbonation de nos processus industriels, décarbonation de notre production énergétique. On mise notamment sur le déploiement massif du nucléaire et des énergies renouvelables. On pense qu'on pourrait atteindre ces objectifs à travers une stratégie de sobriété, donc la baisse de notre consommation énergétique, notamment de notre consommation énergétique décarbonée. Et puis le troisième point, on pense pouvoir atteindre nos objectifs de transition écologique et de transition énergétique à travers la production en France. Depuis les années 80, on a divisé la part de l'industrie dans le PIB français par deux. On est passé de 20% à 10% de notre PIB qui vient de l'industrie. Nous, on estime que c'est une catastrophe économique,
une catastrophe sociale, mais c'est aussi une catastrophe écologique. Pourquoi? Parce que toute cette part de la production qui avait lieu en France avant a bien souvent lieu désormais dans des pays qui ne respectent pas les mêmes standards environnementaux et qui ne respectent pas les mêmes standards écologiques que la France et que l'Europe. Et donc toute la stratégie qu'on a adoptée depuis 2017, mes collègues, je n'étais pas élu depuis 2017, je suis seulement depuis 2022, et les années depuis 2022 également, ça a été de renforcer la part de la production en France, soutenir l'offre française, parce que nous estimons que c'est essentiel d'un point de vue de l'indépendance économique et politique de notre pays. Nous estimons que c'est un enjeu social absolument majeur pour des régions entières de notre pays. Et nous estimons aussi que c'est un pilier fondamental pour la transition énergétique et pour la transition écologique de notre pays et de notre continent. Mais pour pouvoir produire en France, il faut que les productions, il faut que les matériaux, il faut que les processus puissent se déplacer, puissent être transportés sur l'ensemble du territoire français, l'ensemble du territoire européen. Et c'est là où vous avez un enjeu majeur à jouer. Et nous sommes déterminés dans la lignée du mandat précédent à vous soutenir sur 3 points notamment. Le premier point, c'est les enjeux fiscaux, on en parlait à l'instant, pour que la fiscalité soit plus attractive. Je ne vous cache pas que les dispositions de l'Assemblée nationale vont être complexes, mais nous on est prêts à se battre, je veux dire, dans un combat tranché pour pouvoir faire avancer la cause. Le deuxième sujet, c'est l'intermodalité. On a un énorme déficit d'attractivité, notamment sur certains de nos ports et nos zones aéroportuaires françaises par rapport à nos voisins sur le sujet de l'intermodalité. Et puis le troisième point, c'est l'implantation. Le sujet de l'instabilité réglementaire qu'on connaît en France, je crois que le ZAN, qui est un sujet qui vous importe, est un sujet parmi d'autres, qui fait qu'il faut absolument qu'on acquiert une stabilité réglementaire sur les projets d'implantation qui vous concernent. Donc voilà les 3 points sur lesquels on peut travailler. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous interpeller. Par rapport justement au risque de surtransposition qui pourrait impacter la compétitivité française, vous pensez que pouvons-nous faire par rapport à ces lois qui sont des fois franco-françaises et qui surenchérissent par rapport aux autres pays européens? Comment faire pour essayer de pallier à tout ceci? Il y a plusieurs points sur ce sujet. Déjà, quelqu'un qui vous explique que ça va être le grand soir de la stabilité réglementaire, c'est généralement un menteur. C'est quelqu'un qui est très difficile à croire. Nous, on a défendu 3-4 principes simples. Premier principe simple, bouclier réglementaire sur les zones d'implantation. C'est l'une des mesures principales que nous avons portées dans le rapport que nous avons rendu il y a quelques semaines, il y a quelques mois désormais, sur l'attractivité, ce qu'on avait appelé une politique d'attractivité d'attaque pour notre pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un terrain, une zone industrielle ou une zone logistique, qui a passé tous ses contrôles en matière environnementale, qui a passé tous ses contrôles, tous ses examens en matière sociale, qui a passé tous ses contrôles en matière de réglementation écologique, de traitement des eaux, de traitement des déchets, et qui a validé l'ensemble des processus d'implantation. Je pense qu'on pourrait mettre en œuvre un bouclier réglementaire qui sécurise de manière réglementaire la zone sur une durée de 5 ans. C'est ce qu'on a défendu, c'est la barrière, toutes les barrières réglementaires qu'on a passées dans la proposition là qu'on a déposée sur ce sujet à la suite pour valider un bouclier réglementaire qui pourrait y avoir sur les zones d'implantation soit industrielles, soit logistiques. La deuxième chose, c'est qu'on a prévu des clauses de revoyure sur l'ensemble des propositions de loi ou des projets de loi qui ont été surtransposés par rapport à la réglementation européenne. Je prends un enjeu parmi d'autres. L'étude environnementale sur lequel l'ensemble de l'analyse des acteurs est concerné lorsqu'ils s'implantent ou lorsqu'ils étendent une activité logistique ou industrielle sur l'un de leurs projets. La réglementation européenne dit qu'il faut faire une étude environnementale sur une zone du 4 à tous les 12 mois. Eh bien en Allemagne, la réglementation nationale dit qu'elle doit être faite tous les 12 mois. En France, il est dit parfois qu'il faut la faire tous les 4 mois. Voilà un exemple de surtransposition que nous pouvons ajuster soit par décret, soit par amendement parlementaire. Mais nous, on n'est pas à votre place. C'est vous qui êtes directement impacté par ces mesures. Et donc nous, ce dont nous avons besoin, nous les parlementaires, c'est de continuer à nous démarcher, vous les industriels, vous les logisticiens, vous les chefs d'entreprise, vous les représentants d'entreprise, pour que vous puissiez nous appuyer, nous, dans la décision politique que nous devons prendre pour ajuster, pour éviter ces surtranspositions. Tout à fait.
fait d'accord avec vous et justement à l'Union TLF on a des positions bien évidemment très tranchées sur les différents sujets qui concernent nos adhérents et on a un petit fascicule qui s'appelle les grands enjeux de la filière transport et logistique dont vous avez bien évidemment pris connaissance. La planification écologique est un des sujets qui est développé dans ce petit fascicule. On a également le problème alors qui est plus logistique, vous l'avez déjà un peu évoqué sur les ZAN, zéro artificialisation nette. Est-ce que justement on ne va pas risquer de freiner les implantations? Vous en avez un peu parlé de ce que vous souhaitiez faire, mais on pense que cela peut vraiment nous freiner les logisticiens notamment qui cherchent à s'implanter du fait de ces nouveaux textes. Et sur les projets d'implantation, c'est clair que ce que vous venez de dire est tout à fait cohérent, en tout cas par rapport à la politique que nous développons aujourd'hui à l'Union TLF. Et nous vous remercions de soutenir ces actions. Excellent. Écoutez, merci. Sur le sujet du ZAN et la compensation en général, moi je pense que c'est typiquement le sujet où on atteint, où la centralisation de notre pays est à bout de souffle. Parce que moi je considère, je vais être très franc avec vous, même si je ne serai pas populaire auprès de certains de vos adhérents, moi je considère que dans certains départements, le ZAN est une excellente mesure. Mais dans d'autres départements, elle n'a juste peut-être pas lieu d'être. Et on a fait un choix centralisé au niveau de l'Assemblée nationale, donc je prends toute ma part, d'une réglementation qui s'applique de manière uniforme à l'ensemble des territoires français. Alors que ça n'a pas lieu d'être. Si je prends deux exemples, un département comme l'Hérault, vous avez aujourd'hui dans l'Hérault, voilà un département où 100% ou peut-être 90% des élus se plaignent de la surartificialisation du département. Et donc vous allez avoir beaucoup d'élus qui ne le disent pas forcément à l'échelle nationale, mais qui considèrent qu'une réglementation qui limite l'artificialisation des sols est une bonne nouvelle. Vous allez dans le département à côté, dans le Gard, à Alès. Voilà une agglomération où vous avez un président d'agglomération et un maire qui depuis 1995, quand ils ont été élus, peut-être même 93, vous retrouvez là-bas, ils ont fait le pari de reconquérir les friches industrielles. Et donc ils ont extrêmement peu artificialisé. Et bien le ZAN, le zéro artificialisation nette, s'applique de la même manière dans un département comme l'Hérault qui a surartificialisé et dans le département du Gard qui a très peu artificialisé. Voilà un exemple de la limite de la réglementation qu'on adopte au niveau national. On a fait 3 propositions sur ce sujet pour, disons, équilibrer et pour adapter la réglementation zéro artificialisation nette à la réalité de chaque agglomération et de chaque département. Le premier point, c'est sur la zone géographique d'application. Si vous allez par exemple sur la zone portuaire de Dunkerque, l'application du zéro artificialisation nette limite la compensation d'un terrain industriel à 19 km et demi de surface autour de la zone portuaire. Sauf qu'à 23 km, donc un peu plus loin, vous avez le parc naturel régional de la zone d'Opale, qui est un lieu absolument extraordinaire, mais qui souffre d'un manque de financement, et notamment d'un manque de financement privé, d'investissement privé pour entretenir la réserve, le parc naturel régional. Et bien du fait de l'application du ZAN, les industriels qui s'installent sur la zone portuaire, industrielle et portuaire de Dunkerque, ont des problèmes de compensation parce que la zone est trop limitée et ne peuvent pas contribuer à la préservation du parc naturel régional qui est quelques kilomètres plus loin. Donc premier ajustement, nous proposons au niveau du ZAN et au niveau des mécanismes de compensation d'ajuster la zone géographique d'application à plus ou moins long terme, donc soit au périmètre du département, soit même au périmètre de la région. Deuxième ajustement que nous proposons, c'est la surface d'application de la compensation. Pardon, c'est un sujet un peu technique, mais qui concerne des milliers d'acteurs qui sont percutés par la réglementation du ZAN. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez en Alsace, on a rencontré des projets industriels qui veulent s'implanter en Alsace, qui n'ont pas pu s'implanter, qui sont partis s'implanter en Allemagne, parce que l'application du ZAN et des réglementations de la compensation demandait à ces industriels de compenser à hauteur de 7 fois leur zone d'implantation. Donc si vous implantez sur 10 hectares, on vous demande de compenser votre implantation à hauteur de 70 hectares. C'est rédhibitoire, c'est punitif pour les personnes qui veulent s'installer en Alsace. Résultat, ils sont allés s'installer juste de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est l'exemple que vous preniez aussi tout à l'heure en équivalent, pas d'attractivité pour aucun gain d'un point de vue écologique. Troisième sujet, zone géographique d'application.
surface d'implantation. Le troisième sujet, c'est qu'on va imaginer d'autres moyens de compenser son implantation. Un exemple qu'on a rencontré dans les Pyrénées-Orientales. Vous allez à la mairie d'Argelès. Vous avez des terrains qui sont disponibles, mais qui ne trouvent pas preneur. Pourquoi ? Parce que tous les terrains de compensation autour de la zone industrielle sont déjà impliqués dans des processus de compensation. Et donc, il n'y a plus de terrain à compenser. Et bien, ce qu'a proposé un industriel en accord avec le maire, c'est de pouvoir compenser autrement, à savoir d'investir dans des exploitations agricoles autour de la mairie d'Argelès, autour de la commune d'Argelès, pour rehausser la qualité de la production et passer d'une production agricole traditionnelle à une production agricole biologique et premium. Donc voilà un exemple de compensation qui ne se calcule pas que sur une surface naturelle, mais qui pourrait se compenser autrement à travers des programmes d'investissement, par exemple de l'agriculture biologique. Nous, on est prêt aussi à adapter Lausanne et les autres mécanismes de compensation aussi de ce point de vue. Pour ça, il faut une majorité à l'Assemblée. Vous aurez remarqué qu'on est un peu étriqué en ce moment. On se bat pied à pied sur l'ensemble de ces sujets, mais n'hésitez pas, je sais que vous le faites, parce qu'on en parle beaucoup entre nous, à démarcher et à sensibiliser les autres parlementaires, nous tous, sur ces questions qui vous tiennent à cœur. Vous avez évoqué la politique de réindustrialisation. En attendant les effets vertueux d'une politique de réindustrialisation, je voulais simplement rappeler qu'au niveau des échanges de marchandises, 90% de ces échanges de quantité se font par voie maritime. Et que sur ces 90%, vous avez près de la moitié, 40%, qui vont transiter par des ports de la mer du Nord, que ce soit Anvers, Rotterdam, et aujourd'hui, on a un effort très important d'attractivité sur nos ports, en particulier celui du Havre, qui a rencontré un certain nombre de difficultés que tout le monde connaît, et la crise internationale fait qu'aujourd'hui, beaucoup de compagnies maritimes ont décidé tout simplement de bypasser leur escale sur le port du Havre. Et donc là, ça se fait au détriment donc, de l'économie. J'ai parlé tout à l'heure, on a évoqué lorsqu'une marchandise destinée au marché français est dédouanée sur un port anversois, et les droits de douane sont au profit du trésor belge et non pas du trésor public français. Donc là, il y a une possibilité de récupérer un peu d'argent. Donc ce que je veux dire, c'est on a une vraie difficulté. Mais de la même façon, on a aussi renforcé l'attractivité. C'est des espaces fonciers disponibles, c'est des investissements nécessaires, c'est la gouvernance. Il y a un problème de gouvernance sur les ports. On a eu l'occasion de rencontrer notre nouveau ministre des Transports qui connaît bien le port de Dunkerque, qui a une activité différente de l'activité du Havre. Lui ne rencontre pas les mêmes problèmes que le Havre, mais on a l'impression un petit peu donc qu'il y a la prise de décision est tellement éparpillée que finalement on n'avance pas. Il y a pas voilà. Donc là, il y a une vraie question. En ce qui concerne le transport aérien, donc moi je suis là pour évoquer plutôt la partie internationale de notre activité et de celle de nos adhérents. Le transport aérien, c'est simplement 1% des volumes. Mais c'est en termes de valeur de marchandises, et c'est notamment à l'export, c'est 35% de la valeur des échanges depuis la France. Donc on est devant un déficit de la balance commerciale qui est très importante. Aujourd'hui, ce qui s'exporte par avion, c'est les produits de luxe, c'est les équipements aéronautiques, donc deux secteurs dans lesquels la France se distingue au niveau export. Mais on a également, donc on travaille avec aujourd'hui, renforcer l'attractivité de nos aéroports. On a aujourd'hui l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui est un des plus gros aéroports européens et qui aujourd'hui aurait une capacité pour accepter, pour obtenir davantage d'opérateurs, de compagnies aériennes qui viendraient offrir leurs services, leur capacité aussi bien
à l'import, mais surtout à l'export. Et on est en train de travailler, discuter avec la DGAC, qui est l'autorité qui va autoriser donc on a une infrastructure qui est capable de traiter, d'accueillir davantage d'opérateurs et donc là on travaille également de façon très proche avec les autorités, avec l'aéroport de Paris. Donc c'est également l'attente que nous pourrions avoir vis-à-vis des députés, c'est clarifier la méthode d'attribution des droits de trafic aux compagnies aériennes. Là, il y a quelque chose qui nous paraît important. Ensuite, il y a le contexte géopolitique actuel, la situation en Ukraine, la situation au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la question, c'est comment vous envisagez, comment vous voyez, vous, un petit peu l'évolution de cette activité importante. On est à côté aujourd'hui d'un stand d'un des champions CMA-CGM. Je veux dire, on peut être fier d'avoir cet acteur aujourd'hui, qui est le deuxième armement mondial, en termes de voilà. Comment aujourd'hui voyez-vous l'évolution du transport? Bon, j'imagine que vous êtes également en relation avec les dirigeants de cette compagnie maritime qui a un rôle important à jouer. Voilà. Merci beaucoup. Pour vous répondre sur les deux questions que vous m'avez posées, la première question sur les ports et les aéroports. Déjà, moi j'ai quand même le sentiment que depuis que je suis né, on nous explique que les zones industrielles et portuaires en France, elles sont destinées à décliner, que ça fait partie, c'est l'un des effets secondaires négatifs de la mondialisation et qu'en fait on ne peut pas faire grand-chose. Moi ce que je constate, et c'est notamment grâce aux acteurs comme vous, parce que vous avez investi, quand on prend la zone industrielle et portuaire de Dunkerque, en 20 ans ce sont 10 000 emplois qui ont été détruits, et désormais en 16 ans ce sont 20 000 emplois qui vont être créés. Avec les nouveaux projets qui ont été annoncés, on va atteindre des records aujourd'hui de recrutement et d'emplois basés sur la zone industrielle et portuaire de Dunkerque si tous les projets d'investissement sont confirmés. Et donc ça va poser deux problématiques, notamment en termes de recrutement, mais qui partent d'un postulat positif, c'est que voilà une zone industrielle et portuaire qui a été réanimée, qui a été relancée, qui a été tout simplement reconquise, grâce notamment à des acteurs comme le vôtre, et il faut quand même le souligner, des élus locaux, Patrice Vergret, Xavier Bertrand et d'autres, qui, par leur volonté politique, ont relancé massivement la zone. Nous, on s'est rendu sur plusieurs zones industrielles et portuaires, Fos, Marseille, Saint-Nazaire, Dunkerque, Le Havre et d'autres. Il y a souvent les trois mêmes sujets qui reviennent en permanence, et nous on se tient évidemment à vos dispositions pour travailler sur ces trois sujets-là comme sur d'autres. D'abord, vous l'avez souligné, la fiscalité portuaire et les droits de douane. À partir du moment où vos droits de douane sont plus élevés que dans les pays voisins, il n'y a aucune raison que les compagnies maritimes, pour nous faire plaisir, accostent en France plutôt qu'à Amsterdam, à Rotterdam, à Anvers ou dans d'autres pays. On est prêt à travailler avec vous sur ce sujet. La deuxième chose, vous avez évoqué la gouvernance. Moi, sur la gouvernance, je vois deux points. Un, les délais administratifs du traitement, notamment sur les produits frais. On a un énorme sujet, je crois, au Havre, sur le fait que les autorisations administratives prennent 48 à 72 heures alors qu'elles prennent 24 heures à Rotterdam. Donc il y a une partie du trafic produits frais qui passe sur Dunkerque et sur Rotterdam. On est prêt à en discuter avec vous s'il faut passer par la voie parlementaire à creuser. Deuxième sujet sur la gouvernance, moi je pense qu'il y a un énorme sujet auquel il faut qu'on s'attaque, notamment sur les ports comme Fos-sur-Mer, c'est le statut des dockers. Parce qu'à partir du moment où vous avez une prise d'otage qui est possible de la part d'une minorité active qui peut bloquer les zones industrielles et portuaires, on a un déficit aujourd'hui de compétitivité sur ces ports-là. Il faut avoir le courage, à mon avis, d'affronter cette question. Le troisième sujet, c'est l'intermodalité. À partir du moment où vous lancez l'intermodalité de ports comme sur Dunkerque, bizarrement, ça marche mieux qu'avant. Je crois qu'il y a un sujet fluvial, je parle sous votre contrôle, notamment sur l'axe de la Seine, parce qu'il y a quand même un paradoxe d'avoir un port du Havre aussi proche de la zone francilienne, donc l'axe de la Seine est essentiel, à repas. Deuxième axe fluvial, à mon avis, qui me semble important, c'est l'axe du Rhône, entre Marseille et Lyon. On voit qu'il y a une part du trafic lyonnais qui se dépasse sur le port de Gênes plutôt que sur le port de Marseille du fait du sous-investissement sur ces zones filets. Et puis il y a évidemment la question du fret ferroviaire qui a pâti évidemment de la priorité qu'on a mis sur le trafic passager plutôt que sur le trafic fret. Et là on y est à votre disposition. Même sujet équivalent sur l'aéroport, je ne voudrais pas être trop long.
Le hub de Passy-Charles de Gaulle, notamment FedEx, est un enjeu absolument majeur de l'attractivité française. Je ne peux pas particulièrement proche de cette entreprise, mais sachant qu'il y a une bonne part de l'industrie francilienne et du Nord qui en dépend, ce serait dommage qu'on ne continue pas à investir sur ces motifs d'attractivité qui sont majeurs. Sur l'enjeu de la compétitivité plus globale dans le monde dans lequel on vit. Nous, on a fondé notre stratégie de soutien à l'offre sur 3 piliers depuis 2017. 1, la baisse des impôts sur les ménages et on l'assume sur les entreprises. On a baissé l'impôt sur les sociétés, on a baissé les impôts fonciers, on a baissé les impôts industriels, il faut aller plus loin, notamment les CVE. Deuxième sujet, les réformes de structure. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, réforme de l'apprentissage et d'autres. Je mets en garde mes collègues parlementaires de la remise en cause de la réforme des retraites et des effets délétères qu'elle pourrait avoir sur notre compétitivité. Et le troisième sujet qu'on n'a pas suffisamment abordé, même si on a passé des lois importantes sur ce sujet, la simplification. On a voté la loi ESAP, on a voté la loi ESSOC, on avait le projet de simplification qui était prêt avant la dissolution, qu'on est prêt à mettre sur la table si nous avons une majorité. Là encore, nous sommes à votre disposition pour travailler sur ce sujet. Depuis la fin de la crise Covid, on a quand même basculé de monde dans les relations géopolitiques et géoéconomiques qu'on voit à l'échelle mondiale. On voit que le XXIe siècle sera structuré autour d'un conflit majeur, d'une compétition majeure entre les États-Unis et la Chine, qui sont deux hyperpuissances politiques, démographiques, industrielles, technologiques et économiques. Ces deux hyperpuissances, elles ont fondé leur indépendance politique sur leur capacité numérique et industrielle. Et donc nous, Européens, on a le choix. Soit on décide de se vassaliser à l'un ou à l'autre ou aux deux camps, soit on décide de bâtir notre propre indépendance politique sur la base d'une chose, notre indépendance numérique et industrielle. C'est la raison pour laquelle on relance la production en France, c'est la raison pour laquelle on investit notamment avec l'Allemagne et l'Italie dans nos capacités de production de semi-conducteurs, dans nos capacités de production de batteries, dans nos capacités de production de véhicules électriques, dans nos capacités de production dans l'aérospatial notamment. On ne gagne pas tous les combats, mais on en gagne. Et sur ces sujets comme sur d'autres, évidemment que les filières logistiques sont l'horreur de la guerre. Si on est incapable de transporter de manière optimale, si on est incapable de se déplacer de manière optimale à l'échelle nationale et à l'échelle du continent européen, nous ne gagnerons pas la bataille de la réindustrialisation. Si à l'inverse, nos capacités sont optimales en matière de transport fluvial, en matière de transport aéroportuaire, en matière portuaire et en matière ferroviaire, ça fait des gros combats. Je pense qu'on a de vraies perspectives optimistes pour notre continent dans les années qui viennent. C'est la raison pour laquelle on se tient à votre entière disposition au niveau de l'Assemblée nationale pour travailler sur ces sujets. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Peut-être Cara et Joël voulaient mettre un dernier mot pour conclure cette table ronde. Moi, il y a juste un dernier sujet quand on parle de la balance du commerce extérieur. Il y a l'import, il y a l'export. Et on a en commun un code douanier. Et on a un code douanier national, mais on a également un code douanier de l'Union. Et là, il y a des efforts à faire au niveau de l'harmonisation. Les douanes s'écrivent toujours avec un S et qu'on a aujourd'hui différentes appréciations du code communautaire par rapport au code national. Donc là, on a besoin de votre soutien pour arriver à une clarification des réformes à venir pour les systèmes que nous avons et de simplifier les autorisations. Et enfin, pour conclure, on peut parler de tous les efforts que l'on fait pour la réindustrialisation, tous les efforts qui sont faits par différents organismes comme Business France ou les conseillers du commerce extérieur dont je fais partie pour favoriser le Made in France. Aussi longtemps que la téléportation n'existe pas, on aura besoin de transporteurs, on aura besoin de logisticiens, on aura besoin de commissionnaires en douane pour accompagner ces efforts. Voilà, donc ça c'était mon... Merci beaucoup à tous pour ces échanges très enrichissants. Merci.